Et donc, c'est à vous. Merci infiniment. Je vous remercie doublement, donc, à la fois vous-même et Antoine Compagnon, pour cette invitation qui me donne la possibilité d'aborder un sujet qui m'est cher, mais aussi de découvrir, dans ce sujet qui m'est cher, à quel point l'information qu'on peut recueillir aujourd'hui dépasse de beaucoup ce que je croyais savoir, n'est-ce pas? Merci donc aussi à Salamandre et à l'ensemble du projet de numérisation que vous avez indiqué, Antoine, et tout à l'heure. En fait, je m'intéresse moins à Étienne Gilson comme tel qu'à mon sous-titre « La philosophie au tournant des années 1940 ». Je commence par ce que j'appellerais les tables de la loi, autrement dit le texte d'Ernest Renan, bien connu, qui présente l'opposition devenue canonique ici même et également à l'École pratique des hautes études entre la science déjà faite et la science en voie de se faire, que vous trouvez parfois annoncée comme science en train de se faire. Et donc je vais lire le texte rapidement. Que les chaires de faculté continuent à avoir pour but principal de répandre les vérités acquises, la science déjà faite, nous n'y voyons pas d'inconvénient, mais qu'on ne sacrifie pas à ce besoin légitime d'une exposition élégante et claire, la science en voie de se faire, l'enseignement dont le but principal est de découvrir des résultats nouveaux. Que le Collège de France redevienne ce qu'il fut au XVIe siècle, ce qu'il a été depuis à plusieurs reprises, le grand chapitre scientifique, le laboratoire toujours ouvert, où se préparent les découvertes, où le public est admis à voir comment on travaille, comment on découvre, comment on contrôle et vérifie ce qui est découvert. Les cours intéressants ou simplement instructifs n'y sont pas à leur place, il ne doit pas y être question de programme formant un ensemble. Les cadres même du collège doivent varier sans cesse. À part un certain nombre de chaires qui ont toujours leur raison d'être, car elles représentent de grandes divisions scientifiques où le travail se continue de siècle en siècle, les titres des chaires devraient être pour la plupart mobiles, correspondant à la tâche de chaque jour. Il ne faut pas s'obliger ici à des symétries imaginaires, ni tenir à ce que toutes les branches de l'enseignement soient représentées. Étienne Gilson, qui a enseigné l'histoire de la philosophie médiévale au Collège de France de 1932 à 1950, est intervenu 7 fois dans la vie du Collège de France pour suggérer, ou faire des propositions, ou envisager des propositions de renouvellement de chaires. En 1934, 1937, 1938, 1941, 1943, 1949 et 1951. Le 18 février 1934, il écrit une lettre pour la création d'une chaire d'histoire comparée des sociétés européennes ayant en vue la candidature de Marc Bloch. Le 4 novembre 1951, il écrit à l'administrateur en faveur de la création d'une chaire de sciences politiques ayant en vue une candidature de Jean-Jacques Chevalier, 1900-1983, contre une proposition éventuelle de philosophie politique évoquée pour Paul Bastide, 1892-1974. Les 5 autres interventions sont des propositions effectives, présentées devant l'Assemblée. Les 2 premières ne concernent pas la philosophie. Il s'agit, en 1937, de la présentation des titres et travaux de Charles Dubos, candidat en 2e ligne à la chaire de poétique, qui voit l'élection de Paul Valéry, candidat de 1re ligne. En 1938, il s'agit de la présentation des titres et travaux de Henri Faucillon, candidat à la chaire d'histoire de l'art, qui sera la seule couronnée de succès. Les 3 autres interventions de Gilson, en 41, 43 et 49, les seules qui concernent directement la philosophie au Collège de France, seront de fait 3 échecs cinglants. Vous voulez des perdants, voici un perdant magnifique, n'est-ce pas, qui n'aura jamais réussi à être suivi par l'Assemblée des professeurs dans les propositions qu'il a faites.
Donc je m'intéresse en fait au premier échec de Gilson, le premier d'entre eux, celui de 1941, qui commande la série, le long tournant des années 40. Ce premier échec se déroule en 2 temps. Le 30 mars 1941, Gilson propose, sans donner d'indication de personne, la transformation de la chaire de philosophie en histoire des idées philosophiques dans la France moderne. Mario Roch, spécialiste de l'histoire du vocabulaire français, plaide pour le maintien. C'est lui qui l'emporte. Le 25 mai 1941, second temps, Gilson présente la candidature de Maurice Pradine à la dite chaire de philosophie. C'est Louis Lavelle, soutenu par le même Mario Roch, qui est élu. Le tournant des années 40. En fait, c'est un long processus qui commence bien en deçà et qui nous portera bien au-delà de mars-mai 1941. En amont, je dirais, il faut remonter à 1919. Et donc, examiner une séquence 1919-1951 pour les protagonistes de l'affaire. Processus qui s'inscrit lui-même, toujours en amont, dans une séquence encore plus longue, 1899, 1905, 1921, pour l'histoire de l'institution, le Collège de France lui-même, les créations de chaires qui vont mettre tous les gens dont je vais vous parler en relation électorale, compétition, présentation, soutien. A parte post, c'est-à-dire en aval, il faudrait aller de 1951 à 1990, autrement dit, suivre par le menu les conséquences des interventions manquées de Gilson, ou si vous préférez, de ses échecs répétés. Alors, un coup d'œil sur les tableaux que j'ai distribués et réalisés avec les moyens du bord, c'est-à-dire je ne suis absolument pas un technicien du PowerPoint, ni de quoi que ce soit d'ailleurs, et donc j'ai utilisé un tableau à double entrée qui permet de suivre l'histoire de la philosophie au Collège de France. Vous voyez qu'elle commence, je vous demande de regarder la philosophie au Collège de France 1542-1940. « 1542, j'ai changé de titre en cours de route, je pense d'ailleurs, mais enfin peu importe. 1542, création de la chaire de philosophie grecque et latine, qu'on appellera philosophie grecque et latine 1, qui est confiée à François Vicomercato, 1542-1561. 1547, création de la deuxième chaire de philosophie grecque et latine, qu'on appellera Phi GL2, confiée à Pierre de la Ramée, Ramus, Pierre de la Verdure, comme on le trouve dans un texte de Duval dans les années 1600, Pierre de la Ramée, qui est le premier, peut-être l'unique martyr du Collège de France, puisqu'après tout, c'est lui qui, comme vous le savez sans doute, a été l'un des philosophes, enfin le philosophe assassiné pendant la Saint-Barthélemy, et il est d'ailleurs un des personnages centraux de Massacre à Paris, la pièce de Christopher Marlowe, qui a été montée pour la première fois à Strasbourg, en France, en français, par Patrice Chéreau. La chaire de philosophie grecque et latine 1 disparaît en 1769 au bénéfice d'une chaire de physique. La chaire de philosophie grecque et latine 2 disparaît en 1773 au bénéfice d'une chaire de littérature française. En 1814, Antoine Compagnon parlait d'une phase de sommeil tout à l'heure, on voit apparaître ou réapparaître une chaire de langue et philosophie grecque qui est attribuée, confiée par élection évidemment, à Jean-François Thureau pour la période de 1814-1832. Thureau meurt en 1932, comme beaucoup de gens, comme Champollion, comme Jean-Baptiste Say, victime du choléra, deux collègues, n'est-ce pas, du collège. En 1932, donc, création de la chaire de philosophie grecque et latine que j'appelle 3, qui voit s'illustrer Théodore Jouffroy, Jules Barthélemy Saint-Hilaire, Émile Cesset, Charles Lévesque, dont on reparlera, titulaire de cette chaire
de 1861 à 1900. Et pour finir, Henri Bergson, de 1900 à 1924. Vous voyez que j'ai représenté par une flèche horizontale un trajet, un transfert au mercato, disons, de la philosophie. Eh bien, Bergson passe de la philosophie grecque et latine à la philosophie moderne, dont la chaire avait été créée en 1874 pour un philosophe appelé Jean Nourisson, qui avait été maintenue ensuite contre un projet de psychologie sociale, un autre de psychiatrie philosophique, un troisième d'antiquité nationale, confié à Tarde, 1900-1904, et Bergson, qui n'avait pu battre Tarde sur la chaire de philosophie moderne, et avait donc obtenu en lot de consolation de la philosophie grecque et latine, demande à succéder à Tarde après la mort de Tarde, et lui succède en effet. La philosophie grecque et latine, 3 donc, disparaît au bénéfice des antiquités nationales. Cette chaire, illustrée par Bergson, de philosophie moderne, sera maintenue comme chaire de philosophie en 1921 pour Édouard Leroy. Voilà donc la première partie de l'histoire, celle qui s'arrête à 1921. Donc vous voyez que la suppression de la philosophie grecque et latine 3 a permis, grâce au transfert de Bergson en philosophie moderne, le maintien de la chaire, laissée vacante par la mort de Tarde le 12 mai 1904, la chaire renouvelée sous un nouvel intitulé Philosophie en 21 pour Édouard Leroy, sera renouvelée dans cet intitulé, comme on va le voir, en 1941, c'est le fameux tournant, et persistera dans son être jusqu'en 1962, jusqu'à Maurice Merleau-Ponty. C'est sur l'autre document plus long qui vous montrera en même temps les interventions malheureuses d'Étienne Gilson dans cette affaire. En 1932, si vous allez sur le document plus long qui va jusqu'en 90, vous voyez qu'une chaire d'histoire de la philosophie au Moyen-Âge a été créée. Elle a été confiée à Étienne Gilson. Vous voyez qu'en 1934, Gilson, j'ai représenté ça par une sorte de flèche transversale, essaie de faire créer une chaire d'histoire comparée des sociétés européennes. Il n'aboutit pas, la chaire d'antiquité nationale est maintenue. Vous voyez qu'en 1941, il essaie de faire créer une chaire d'histoire des idées philosophiques dans la France moderne. Il n'y parvient pas, c'est la chaire de philosophie qui est maintenue. Et vous voyez qu'en 1951, sa chaire d'histoire de la philosophie du Moyen-Âge est supprimée et qu'elle est remplacée, si je puis dire, par une chaire d'histoire et technique des systèmes philosophiques, dont nous parlera tout à l'heure Giuseppe Bianco. À présent, donc, donc c'est la suppression de la chaire d'histoire de la philosophie médiévale en 1951 qui a permis la création d'une nouvelle chaire philosophique. Donc, si on regarde de près, on voit que c'est la suppression de la chaire d'histoire de la philosophie grecque et latine qui a permis la création d'une première chaire, et la suppression de la chaire d'histoire de la philosophie médiévale qui a permis la création d'une deuxième. Sur la longue durée, il faudra attendre 81 pour voir le grec revenir au Collège de France avec Pierre Hadot, et il faudra attendre, à supposer que qui que ce soit ait attendu, d'ailleurs, 2012-2013 pour voir la philosophie médiévale revenir au Collège de France en l'espèce de votre serviteur. À présent, entrons dans le détail. Les protagonistes de 41. Eh bien, il s'agit de 7 strasbourgeois en quête d'une chaire, et vous voyez que cette affaire se déroule de 19 à 51. Enseigne à l'Université de Strasbourg en 1919, la toute jeune Université de Strasbourg, qui vient d'être constituée pour succéder à l'Université impériale allemande et œuvrer à la francisation de l'enseignement de la philosophie à Strasbourg. Et
l'enseignement tout court, l'enseignement supérieur à Strasbourg. Enseigne à l'Université de Strasbourg en 19. Étienne Gilson, qui entrera au Collège de France en 32, avec une chaire d'histoire de la philosophie au Moyen-Âge qu'il occupera de 32 à 50. En 32, c'est Alexandre Coilleret qui est en deuxième ligne. En 19 toujours, Lucien Febvre, entré au Collège de France en 33, histoire de la civilisation moderne, il y restera jusqu'en 49. Marc Bloch, candidat malheureux en 34, histoire comparée des sociétés européennes, présenté par Gilson. Maurice Pradine, candidat malheureux en 41, sur la chaire de philosophie, présenté par Gilson, contre un certain Louis Lavelle. Maurice Alvax, candidat au Collège de France en 43, psychologie collective, 44-45, élu contre Henri Gouillet, notamment, présenté par Gilson. Enseigne au lycée Fustel de Coulanges, dans les années 19-20-21. Louis Lavelle, élu au Collège de France en 41, sur la chaire de philosophie, qu'il occupe jusqu'en 51, élu donc contre Maurice Pradine, présenté par Gilson. Enseigne au début des années 20 à l'Université de Strasbourg. Martial Guéroux, on aura plus de détails tout à l'heure, je pense, avec Giuseppe Bianco, élu donc au Collège de France en 51, Histoire et technologie des systèmes philosophiques. Il est présenté par Lavelle, contre Henri Gouillet, présenté par Jean Barouzy, et Alexandre Coilleret, présenté par Lucien Febvre, après la suppression de la chaire de Gilson. Le 6 novembre 29, quelques mots sur Gilson lui-même. Gilson est candidat pour la première fois au Collège de France. Une lettre du 14 octobre 29 d'Édouard Leroy prépare la proposition de création d'une chaire d'histoire de la philosophie au Moyen-Âge en utilisant les crédits laissés disponibles par le décès de M. Isoulet, titulaire de la chaire de philosophie sociale depuis 1997, qui avait été élu contre Durkheim. S'y ajoute une lettre d'appui nuancée, selon la plus belle rhétorique du Collège de France, de Stéphane Gsell, titulaire de la chaire d'histoire de l'Afrique du Nord, qui a pu, dans son propre travail, dit-il, apprécier le plus récent ouvrage de Gilson, consacré au grand Africain, il faut entendre Saint-Augustin, mais qui précise « Je souhaite vivement le succès de la proposition de M. Leroy », succès de Gilson. À ce vœu, je me permettrai d'en ajouter un autre, c'est que la création d'une chaire de philosophie du Moyen-Âge ne fasse pas tort, dans l'avenir, à un autre projet dont la réalisation serait très désirable. L'histoire de la philosophie française moderne depuis Descartes ne fait nulle part en France l'objet d'un enseignement spécial. Elle serait bien à sa place au collège. D'autres plus compétents que moi diraient sans doute que nous aurions un excellent candidat pour cette chaire. Le 6 novembre 1929, deux projets s'affrontent. Le projet de Leroy Excel et celui d'une chaire de sociologie destinée à Marcel Mauss, soutenu par Sylvain Lévy et Antoine Meillet. Les deux recueillent exactement le même nombre de voix, 22-22. La décision est renvoyée à l'Assemblée suivante. Le 30 décembre, Gilson retire sa candidature, ne voulant pas, dit-il, laisser la décision au hasard. L'Assemblée du 4 janvier 30 prononce de nouveau l'ajournement. On arrive ainsi à avril-juin 1930. Gilson revient en piste, mais il est désormais présenté par Louis Massignon, tandis qu'Édouard Leroy, changeant de cheval au milieu du gué, soutient la candidature de Jacques Chevalier. Meillet, Janet et Andler reviennent à la charge pour Mauss. Jacques Chevalier est l'excellent candidat auquel pensait, sans le dire, Gsell, dans sa lettre de soutien à Gilson. Nous le retrouverons, Jacques Chevalier, en 1941, secrétaire d'État à la famille et à la santé dans le gouvernement de l'amiral Darlan. 1930, Édouard Leroy, création d'une chaire d'histoire de la philosophie française pour Jacques Chevalier. Sans doute, écrit-il, les facultés des lettres consacrent des cours à l'histoire de la philosophie. Toutefois, ces cours, orientés vers la préparation d'examens, traitent nécessairement de philosophie ancienne autant que de philosophie moderne, de philosophie anglaise ou allemande autant que de philosophie française, et par une autre conséquence inévitable de leur situation scolaire, ils se bornent au plus grand nombre de philosophes, à l'analyse quelque peu discontinue des plus grands systèmes. Je voudrais ici tout autre chose, 3 caractères
ferait, à mon sens, l'originalité de l'enseignement auquel je pense, un point de vue distinct, une matière bien définie, un intérêt à la fois général et national. La situation est confuse, le résultat est désastreux pour la philosophie médiévale. La sociologie obtient la majorité d'une voix, 24, la philosophie française 16, la philosophie du Moyen-Âge 6. Mauss sera élu le 23 novembre avec Alvax en seconde ligne. La candidature de Gilson revient dès le 15 novembre 1931 avec une lettre d'Édouard Leroy proposant la transformation de la chaire de langue et littérature celtique de Joseph Lotte en chaire d'histoire de la philosophie du Moyen-Âge. La transformation étant votée, Gilson, qui a reçu le soutien de Meillet, est élu le 17 janvier 1932 avec Alexandre Coiré en seconde ligne. 1941, 20 ans après, Gilson, le médiéviste, qui a été opposé par Massignon à Chevalier, le candidat de Leroy, et qui a favorisé, en retirant 6 voix à la philosophie française, la création de la chaire de sociologie de Mauss, propose, contre le maintien de la chaire de philosophie, celle que Gsell appelait de ses voeux dans sa lettre de soutien à sa propre candidature présentée par Leroy en 1929, une histoire des idées philosophiques dans la France moderne. Il faut, je pense, être un spécialiste du traité de Versailles pour bien suivre les subtilités d'une élection, dans certains cas, au Collège de France. Je parle évidemment du traité de Versailles de 1756, n'est-ce pas, celui qui nous permet de comprendre et de méditer la manière dont l'alliance entre la France et la Prusse contre l'Autriche et l'Angleterre peut devenir une alliance entre la France et l'Autriche contre la Prusse et l'Angleterre. Bon. C'est très compliqué, c'est un chiasme, assez souvent. 3 professeurs sont intervenus dans avant l'Assemblée du 30 mars 1941, 2 pour demander le maintien, 1 pour demander la transformation. Pour le maintien, Mario Roch, dans une lettre du 20 mars, mais avant lui, Massignon, le 14, en évoquant la candidature éventuelle de Jacques Maritain, l'autre grand philosophe catholique, thomiste d'avant-guerre. Gilson, lui, écrit à Farral le 16 mars. Lors de l'Assemblée du 30, pour la première ligne, ne restent en lice véritablement que Roch et Gilson, restent seuls en lice. Le duel de Roch et de Gilson se présente de prime abord comme un affrontement entre philosophie et histoire de la philosophie, puis encore même entre philosophie et histoire des idées philosophiques. Alors, l'argumentation de Roch, le Collège de France est le seul lieu pour la philosophie. 2 arguments contre la spécialisation, ce qu'il appelle les disciplines philosophiques pléthoriques, qui tendent à se multiplier, logique, méthodologie, histoire des sciences, morale, sociologie juridique ou morale, économie sociale, psychologie normale, pathologique ou expérimentale, pédagogie, esthétique et sciences de l'art. Tous ces découpages, dit-il, ne doivent pas dissimuler un fait. Les chaires dont le titre a conservé le mot philosophie sont en droit des chaires d'histoire de philosophie ou le sont devenues de fait. La philosophie, dans son large sens de synthèse de science et de spiritualité, de recherche de la réalité intelligible, tend à disparaître de l'enseignement au bénéfice donc de cette poussière de discipline. Il faut au Collège de France un enseignement qui présenterait, dit-il, au public de nos amphithéâtres l'exemple d'un esprit en exercice, en l'espèce de la dialectique qui est l'esprit en exercice, la conscience de la raison aux prises avec le réel. Voici le portrait du philosophe idéal selon Roch, un candidat potentiel dont l'œuvre déjà considérable et en pleine activité de développement présente à un degré éminent ses caractères d'unification des directions de l'esprit et de réflexion profonde sur soi, de préoccupation de l'humanité supérieure à la personne et d'attention à l'individu humain, d'association de la métaphysique et de la morale, dont on ne saurait trop dire le prix et la nécessité. Un candidat qui possède cette souplesse de l'analyse, cette limpidité de la forme, cette lumineuse simplicité de la langue qui sont marques certaines de la tradition philosophique française. C'est un peu verbeux. Réponse de Gilson. L'enseignement de la philosophie en France. Vieux thème en filigrane dans les tables de la loi.
l'opposition de l'université et du Collège de France. Le même raisonnement vaudrait pour l'école pratique des hautes études, université, école pratique des hautes études. Collège de France et université, éloge de l'enseignement secondaire. L'histoire montrera sans doute un jour s'il y a encore aujourd'hui quelques vies philosophiques en France, c'est à notre enseignement secondaire, bien plus qu'à notre enseignement supérieur, que nous le devons. Depuis tantôt 50 ans, démembrée et mutilée dans nos universités, la philosophie n'a vraiment vécu que dans nos lycées et collèges. Là, il faut nécessairement des professeurs pour initier l'une après l'autre aux éléments de cette doctrine, les générations qui se succèdent. Le professeur de philosophie est là comme le conservateur d'une discipline nécessaire, le mainteneur d'une tradition. Notez qu'il ne dit pas le gardien d'une tradition. Il y a eu entre-temps le texte de Nizan, n'est-ce pas, sur les chiens de garde. D'ailleurs, les examens sont là. Il faut des professeurs de philosophie dans les lycées pour préparer au baccalauréat, il en faut dans les universités pour préparer à la licence, et hélas, à l'agrégation de philosophie. Cet enseignement ne s'y interrompt donc jamais. Spécificité du Collège de France, deuxième partie du texte, une chaire au Collège de France est un enseignement où le professeur communique au public le résultat de ses travaux. Il faut donc que le professeur y poursuive des travaux et y obtienne des résultats dignes d'être communiqués au public. Maintenir cette chaire au profit d'un maître qui parlerait de philosophie avec éloquence peut-être, mais simplement pour en entretenir ses auditeurs, ce serait, sous couleur d'en maintenir le titre, avoir transformé une chaire du Collège de France en une chaire d'université. La seule raison de maintenir une chaire de philosophie que puisse avoir le Collège de France, c'est de disposer pour remplacer un philosophe, non pas d'un professeur de philosophie, mais d'un philosophe. À la chaire de philo, il faut un philosophe. Question, y a-t-il des philosophes en France? Par philosophe, je n'entends pas, ne mettant pas la barre trop haut, je n'entends pas nécessairement un de ces génies, comme il en paraît à peine un par siècle, Descartes ou Bergson en France, Leibniz ou Kant en Allemagne. Il nous suffirait d'un homme qui se montrerait inventeur et créateur dans quelque branche de la philosophie que ce soit, à quelque degré que ce soit. Même de tels hommes sont assez rares, et vous compteriez probablement sur les doigts de la main ceux qui vivent actuellement dans le monde. Dewey et Whitehead terminent leur carrière en Amérique. En Allemagne, Heidegger a terminé la sienne, 41. Et l'on a terminé celle de Jaspers. Benedetto Croce achève son œuvre en Italie dans le silence qui convient. Je ne sais toujours pas ce que veut dire cette phrase. Sans doute ajouterait-on sans peine un ou deux noms, mais en trouvera-t-on en France? Réponse, philosophie en France, la pénurie. Au cours de mes nombreux séjours à l'étranger, j'ai vu bien des étudiants quitter l'Amérique pour venir s'instruire en Europe. Aucun, que je sache, n'est venu étudier la philosophie en France, attiré par la renommée d'un philosophe français. Le seul Français dont on m'ait plusieurs fois demandé où il enseignait pour aller étudier la philosophie près de lui était Émile Meyerson. Justement, il n'enseignait nulle part. Et même si nous l'avions encore aujourd'hui parmi nous, bon, évidemment, mais il ne nous serait plus permis de le choisir en vertu de la loi portant statut des Juifs du 3 octobre 1940. Pour une chaire de philosophie, ce n'est ni un intuitif sans parole, ni un tribun ou un prophète qu'il nous faut, mais un esprit original dont l'œuvre doive laisser un sillage dans l'histoire de la philosophie et qui ne demande à notre maison que plus de liberté pour la construire. Si vous connaissez cet homme, maintenez pour lui la chaire de philosophie. Personnellement, je ne le connais pas. Je passe rapidement sur l'histoire de la philosophie, histoire et historien de la philosophie en France. Ce n'est pas la pénurie, c'est l'abondance. Si je pense à l'histoire de la philosophie, c'est là que, contrairement à ce qui se passe en philosophie dogmatique, nous disposons d'une discipline française en pleine fécondité créatrice et dont l'importance propre est d'ailleurs considérable. Il y a aujourd'hui une philosophie de l'histoire de la philosophie en France qui est loin d'avoir dit son dernier mot. Tellement loin d'avoir dit son dernier mot que ce sera le titre d'ailleurs d'un célèbre recueil de textes de Martial Guéroult, plus près de nous, n'est-ce pas?
Ici, la France occupe une position privilégiée. Nous pouvons citer une liste déjà longue d'historiens de la philosophie qui, aux yeux du monde entier, font déjà figure de classiques. Victor Brochard, Émile Boutroux, Victor Delbos, Octave Hamelin, Xavier Léon. Je ne parle ici que des morts et je suis loin de les citer tous. Ne confondons pas, dit Gilson, enfin, histoire des idées et histoire des systèmes. L'histoire des idées inclut celle des systèmes, mais elle la dépasse de toutes parts. Alors, je passe rapidement, mais il y aura lieu de revenir sur cette distinction entre histoire des idées et histoire des systèmes, et sur la signification du mot système dans ces années-là. Et surtout, ce qui caractérise l'histoire des idées, c'est que il contribue au-delà de et en deçà de l'histoire des doctrines, l'histoire politique, l'histoire religieuse, l'histoire scientifique, l'histoire industrielle, l'histoire sociale. Toutes contribueraient à cette œuvre, dit Gilson, et il lance cette formule. Un tel enseignement pratiquerait ce qu'on a si bien nommé la convergence des histoires. Alors ce terme est bien entendu d'emploi courant aujourd'hui, mais je ne suis pas parvenu à trouver qui avait si bien nommé en 1941 la tendance, n'est-ce pas, la plus caractéristique de l'historiographie française contemporaine, convergence des histoires. Il est possible que ce soit Fèvre, il est possible que ce soit Bloch, mais je n'ai pas trouvé les textes. Peut-être. Je n'ai pas trouvé. Et là, si. Bon. Voilà, donc, conclusion de Gilson. Conclusion, 3 raisons de transformer la chaire philosophie. La transformation de la chaire de philosophie en une chaire d'histoire des idées philosophiques dans la France moderne me semble, dans les circonstances présentes, la manière la plus sûre de ne pas enlever cette chaire à la philosophie, sans rien rabattre de notre commun idéal de ce que doit être une chaire du Collège de France, et en attestant notre souci commun de travailler au redressement du pays. Nulle autre solution que cette transformation ne me semblerait réunir ces 3 avantages. C'est elle que je me trouvais tenu en conscience de vous proposer. Gilson sait de quoi il parle, son plaidoyer est convaincant, il est à la hauteur des enjeux philosophiques, institutionnels, historiques, politiques, et pourtant il ne convainc pas. La chaire est maintenue. La deuxième manche commence, n'est-ce pas, avec 3 lettres de candidature de Gabriel Marcel, vers le 8 avril 1941, de Maurice Pradine et de Louis Lavelle. Gilson présente Pradine, Roch soutient Lavelle. Les 2 candidats ont un passé strasbourgeois, je l'ai dit tout à l'heure. Pradine était présent en 19 et est resté 18 ans professeur de philosophie générale à l'université de Strasbourg. En 1941, il vient de quitter la Sorbonne, où il enseignait la psychologie générale. Louis Lavelle, donc, a enseigné, comme je disais tout à l'heure, la philosophie au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg de 21 à 24. Alors, l'élection à la chaire maintenue, Louis Lavelle, 83-51, contre Maurice Pradine, 74-58. La lettre de Roch à l'administrateur Edmond Farral est un monument de perfidie. Axé sur l'âge, et ce que dans le traité où il se faisait fort d'indiquer comment les retarder, Roger Bacon appelait au Moyen-Âge les accidents de la vieillesse. En l'occurrence, ici, c'est le dernier paragraphe, une surdité, sinon très marquée, du moins non dissimulable, de Maurice Pradine. Roch écrit, vous savez, vous allez avoir la candidature de Pradine, il est sourd. Il est vieux et il est sourd. Bon, dans sa présentation des titres et travaux de Louis Lavelle, Roch ne craint pas d'évoquer Pradine, argumentant ad hominem dans un parallèle subtilement axé sur l'âge, en se présentant lui-même comme méridien. Vous pourriez retrouver cela, je ne sais pas si c'est lisible. En fait, Lavelle a 9 ans de moins que Pradine, 8 ans de moins que Roch et 1 an de plus que Gilson. Gilson, titres et travaux de Maurice Pradine, simple illustration, vous voyez comment se présente un texte de présentation manuscrit.
Je passe. Je veux insister sur un point. Rien dans les rapports présentés par Roch ou Gilson ne porte la trace de ce qu'a été la philosophie avant-guerre entre le PHE, la Sorbonne et le Collège de France. Le rapport de Roch ne nous dit rien de Lavelle lui-même. Or, il y a des choses à dire sur Lavelle. Louis Lavelle est le représentant du ministère de l'Éducation nationale de Vichy à Paris. C'est en tant que tel qu'il a participé le 6 janvier 1941 à l'enterrement de Bergson au cimetière de Garches sous le second gouvernement Pierre-Étienne Flandin, Jacques Chevalier étant ministre de l'Éducation nationale. Auparavant, il avait été directeur de cabinet d'Émile Miraut, éphémère ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts du premier gouvernement Laval, Jacques Chevalier étant secrétaire général du ministère. Lavelle connaît la philosophie allemande contemporaine. Il a publié dans Le Temps, en 1932, un article sur Heidegger intitulé « L'angoisse et le néant », suivi un mois plus tard de Méditation cartésienne, Husserl, Gurwitsch, les tendances actuelles de la philosophie allemande, repris dans Le Moi et son destin. Il connaît également Max Scheler. Le rapport de Roch ne dit pas ce qu'est la philosophie en France en 1941, ni ce qu'il en est du passage ou du non-passage des disciplines au tournant des années 40. Or, les années 30-35 ont été celles de l'importation de la philosophie allemande, tout particulièrement de la phénoménologie, en France, avec le livre de Gurwitsch, les articles de Lévinas, la traduction des méditations cartésiennes, les premières traductions de Heidegger, Vom Wesen des Grundes, par André Besset, dans la première livraison des recherches philosophiques. Qu'est-ce que la métaphysique, par Henri Corbin, petit Henri, dans le 8e numéro de Bifur, avec une préface de Coiré, etc., etc. Il ne parle pas, il ne laisse rien entendre de ce qui se passait entre les séminaires de l'EPHE, la Sorbonne et la place de la Sorbonne dans les années 31, 32, etc., au café d'Harcourt. Oui, je vais terminer par une allusion à ceci. Effectivement, en 1941, il ne reste rien de l'avant-guerre. Le café d'Harcourt n'existe plus. Il a laissé la place à la librairie Rive Gauche, que nous décrit Gilson dans un article intitulé 1940-1950, paru dans Le Monde, 14 janvier 50. En allant faire son cours, un professeur au Collège de France passait d'abord devant le lycée Saint-Louis, où les gardes du maréchal, mitraillettes sous le bras, interdisaient à la jeunesse française de troubler l'ordre allemand. 50 mètres plus loin, à la librairie de la Rive Gauche, il voyait de ses yeux Brasillac en personne, signant son dernier livre avec gloire et profit pour le plaisir des officiers allemands et de leurs collaborateurs. 10 minutes plus tard, entrant dans sa salle de cours, ce même professeur y cherchait des yeux qui, des résistants qu'il connaissait, avaient cette fois disparu pour être déportés, torturés et fusillés par ceux dont Brasillac serrait au même instant les mains. Il y a des remords que la justice même interdit aux juges d'éprouver. Notre conscience de 50 nous presse de gracier, celle de 41 nous interdit d'absoudre. Alors Gilson a répondu à Roch par une analyse de la situation de la philosophie française en 1941, technicisation et morcellement. La technicisation, la prolifération des disciplines, n'est-ce pas, que dénonce Roch, est en fait une réaction au verbalisme stérile où la philosophie française est tombée avec Victor Cousin. Cette réaction a commencé avec Taine, qui en a formulé les principes, le rejet de la dialectique, qui a transformé la philosophie en art oratoire et les philosophes en prédicateurs mondains, le dégoût donc de ce que Taine appelle la philosophie littéraire. Après la période de morcellement de la philosophie en disciplines autonomes, on revient à la philosophie générale en réaction à la réaction initiée par Taine, en utilisant les techniques nouvelles comme de nouveaux points de départ. Alors, je n'ai pas le temps de développer, mais je dirais que l'intervention de Gilson est tout à fait axée sur la critique de Cousin et du cousinisme par Taine dans l'ouvrage célèbre, qui va en fait être repris dans toute la suite de cette affaire. Il serait déplorable, dit Gilson, je souligne simplement ce que j'ai mis en gras au tableau, que notre désir de maintenir la chaire de philosophie au Collège de France eut par effet d'y ramener la philosophie plus de 60 ans en arrière. Ne donnons pas à Victor Cousin
une revanche sur Taine, il ne l'a pas méritée. Alors, je n'ai pas le temps, mais le portrait de Lavelle par Alvax vaut quand même la peine. Bavard métaphysicien, enfin il y a quand même cette phrase superbe, Louis Lavelle, professeur. Alors c'est extrait de son journal de campagne au Collège de France. Enfin, il est un des deux personnages à en avoir tenu un, et le seul qui nous donne des détails sur Alvax, ce qui nous donne des détails sur ce qui nous intéresse. Louis Lavelle, professeur de philosophie qui succéda au collège à Édouard Leroy, lequel avait été successeur de Bergson, double chute des casous philosophiés. Et la seconde, ce qu'on n'eût pas vraiment cru possible, plus lourde et plus profonde que la première. La visite, je souligne, s'il a été nommé contre Pradine, c'est à cause de la situation officielle qu'il venait d'occuper. Le diagnostic philosophique, Lavelle professe un spiritualisme moral bien pauvre, bien peu original, visite de pure forme, il ne votera certainement pas pour moi. Donc effectivement, Lavelle est élu, Gilson est battu. Je termine. Bis repetita, 43-49. J'ai dit que Gilson était un éminent représentant de ceux qui n'arrivent pas à faire créer une chaire au Collège de France, donc je le prouve. 14 mars 43, proposition de création d'une chaire d'histoire des sciences morales à l'époque moderne pour Henri Gouillet. Excusez-moi, j'ai perdu mon... Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Oui. Échec, c'est la proposition de création d'une chaire de psychologie collective présentée par Pierron qui est retenue. Dénouement, 27 février 44, élection de Maurice Alvax à la chaire de psychologie collective contre Stötzel. 27 novembre 49, rapport en faveur d'une chaire d'histoire des idées philosophiques et sociales en France à l'époque moderne pour Henri Gouillet. Résultat, échec. Maintien de la chaire d'histoire de la civilisation moderne défendue par Marcel Bataillon. Dénouement, 5 mars 50, élection de Fernand Braudel à la chaire d'histoire de la civilisation moderne. L'histoire des idées n'est pas l'histoire de la philosophie, plaidait Gilson, il n'est pas suivi par les historiens. Dénouement, alors là on va très vite, la démission, le 5 novembre 50, lettre à l'administrateur Faral, Gilson qui a perdu son épouse et souffre d'une grave dépression, est épuisé nerveusement. Voici le moment du retour, écrit-il depuis le Canada. Et pour la première fois de ma vie, je me trouve sans cours préparé, digne du Collège de France, sans force pour le travail. J'ai besoin d'un an complet de repos et il m'est offert ici. Au fond, je ne crois pas beaucoup redevenir jamais celui que j'ai été. C'est pourquoi, soucieux de ne pas laisser vide une chaire qu'un autre pourrait utilement occuper, je vous adresse 6 juin ma demande de mise à la retraite pour ancienneté d'âge et de service. Je ne pense qu'au bien du collège en le faisant. 5 décembre 50, 15 décembre 50, le scandale. Valdemar Gourian publie dans le Commonweal à New York une lettre ouverte où il reproche à Gilson d'avoir prêché le sombre évangile du défaitisme dans une série d'articles publiés au printemps-été 50 dans Le Monde en faveur du neutralisme. La lettre reprise en français le 27 janvier 51 dans le Figaro littéraire déclenche ce qu'on appelle la querelle du neutralisme, la campagne de presse contre Gilson qui se déroule de janvier à mars 51. Le tout est bien résumé et bien étudié dans l'ouvrage de Florian Michel, indiqué en référence « Le neutralisme au seuil de la guerre froide entre culture, pouvoir et relations internationales, l'affaire Gilson ». Et enfin, je m'arrête là. Dénouement, la double peine. Le 11 février 51, l'Assemblée des professeurs du Collège de France aborde la question de l'emploi du crédit devenu disponible par suite du départ à la retraite d'Étienne Gilson. Un obscur thomiste, Gors, auteur d'un improbable essor de la pensée au Moyen-Âge, Albert le Grand Thomas d'Aquin, paru chez Le Touset en 1933, a fait parvenir une lettre de candidature à une éventuelle chaire d'histoire de la philosophie au Moyen-Âge. Personne ne plaide pour le maintien. Les seules propositions de chaire sont Histoire de la philosophie des temps modernes, exposée par Jean Baruzzi, qui présente une dernière fois la candidature de Henri Gouillet, donc le renvoyé spécial, si je puis dire, du Collège de France d'année en année. Histoire de la pensée scientifique, exposée par De Breuil, Perrin et Lucien Febvre pour Alexandre Coiré. Et Histoire et technologie des systèmes philosophiques, exposée par M. Pommier pour Martial Guéroux.
C'est cette proposition qui l'emporte. Et deuxièmement, l'Assemblée des professeurs refuse l'honorariat à Étienne Gilson par 16 voix contre 8 et 16 abstentions. Le 24 juin 1951, Louis Lavelle présente les candidatures de Maurice Guéroult en première ligne et de Jean Hippolyte en seconde ligne. Martial Guéroult est élu.